votre émission émerge aujourd'hui du thème quel plan de développement socio-économique aux couches défavorisées. Comme invité sur ce plateau, Baou Aléou Katakagno. Il est bien sûr le directeur général de l'ONG United We Stand. On était sur un point, on parlait bien sûr de cette formation, adéquation, formation, emploi. Oui. Est-ce qu'il y a lieu de faire cas à ce point-là, en cette situation précise? Oui, bien sûr. Retenons que quand on parle des couches sociales vulnérables, ce n'est pas seulement les personnes en situation de handicap physique ou visuel. Prenons un exemple, une personne qui a étudié mais n'a pas su choisir sa filière et finit sans boulot et puis se met dans l'alcool. Il devient un alcoolique. Il devient une couche sociale vulnérable. Dangereuse même pour la société. Vous voyez un peu? Donc c'est pour dire que ça serait très bien qu'on essaie de résoudre le problème de l'inadéquation des formations et l'emploi. Voilà. Donc ici, nous essayons en tant qu'ONG, en tant qu'organisation non gouvernementale, proposons et au même moment, cherchons cette solution à notre côté. Vous le savez très bien, aujourd'hui, la formation professionnelle permet de vite rentrer dans la vie active que d'espérer finir ses études universitaires avant de devenir fonctionnaire. Alors, nous permettons quand même à ces jeunes-là de savoir quoi choisir, quoi faire pour devenir fonctionnaire et vite. Il ne faut pas se dire que j'ai envie de devenir docteur, j'ai envie de devenir mastérien, non. Ou je vais être un licencié, non. Mais vous devenez licencié, vous avez dépensé. Il faut récupérer ce que vous avez dépensé depuis que vous avez commencé vos études. Mais nous sommes trop figés, on veut juste étudier, qu'on dise qu'on est titulaire des diplômes. Et c'est en ce sens, j'aime bien les Anglais. What can you do? It's not which kind of diploma do you have? Non. C'est pas quel diplôme vous avez, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ça qui importe, les Anglais. Et nous devons essayer aussi de donner cette éducation à notre jeunesse togolaise sur le pragmatisme. Il faut qu'on ait des réflexions pragmatiques. Alors, pour permettre aux gens de savoir, je choisis, je fais, je deviens. Il faut que je pratique. Je choisis, je fais, je deviens. Et je deviens. Voilà. Parce qu'il ne faut pas choisir et puis on ne devient rien. Et après, on devient encore une charge à l'État ou bien on devient encore une charge à sa famille. Alors, quand on choisit, on fait, il faut se sentir épanoui de ce qu'on fait, du résultat de ce qu'on fait. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un programme ou un plan d'orientation dès le bas âge? Puisqu'on sait que quand on est jeune, on a un peu cette folie-là de vouloir devenir quelqu'un. On voit un grand docteur, on se dit, je vais être un grand docteur demain avec ses notes minables, peut-être dans les sciences et mathématiques et ainsi de suite. On choisit ce qui ne nous convient pas vraiment. Est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose comme cellule d'orientation devant aider à aboutir à ces domaines dont on est vraiment disponible à faire? Je suis très fier que votre voix aussi porte. Et il y a des gens qui nous suivent. Il y a des décideurs aussi qui nous suivent. C'est-à-dire il y a une voie que vous êtes en train de tracer. Il faut la voir. Et pas seulement mettre des structures en place qui ne fonctionnent pas. Il faut mettre des structures en place qui essaient de faire réellement le travail. Et là, il faut essayer, même dans des écoles déjà, commencer à travailler la mentalité des jeunes, des petits-enfants, et comprendre un peu ce qui c'est que l'entrepreneuriat. On n'a pas besoin d'être embauché forcément par l'État. Et savoir qu'on peut étudier, mais faire un travail artisanal. Le problème, c'est quoi? Des fois, nous-mêmes, les Togolais en général, nos diplômes même deviennent des blocages pour nous. On est diplômé, on se dit, il y a certaines activités qu'on ne peut pas faire. Mais monsieur Mathieu, comme vous voyez dans le domaine marketing, j'ai fait le marketing, mais je ne fais pas un marketing du bureau. Mais quand je vais faire le marketing, je fais le marketing sur le terrain, même si c'est le bureau, je le fais. Donc c'est pour dire qu'il faut avoir cette mentalité de ne pas dire que c'est le diplôme, mais il faut prouver le diplôme, ne pas dire que j'ai un diplôme qui me bloque l'évolution. Comment le prouver? Ça se prouve dans le comportement. Le diplôme ne se prouve pas dans le parler, mais ça se prouve dans le comportement, dans les faits. Alors, c'est de ça que je parle. Il faut toujours appliquer le pragmatisme, le réalisme. Essayons d'oublier l'idéalisme sur lequel on s'est basé. Il faut savoir que c'est aussi une question de culture. On te dit,
tu fais 13 ans pour avoir peut-être le bac et ainsi de suite. Après les études universitaires, tu dois trouver un boulot dans un bureau bien climatisé quelque part. Et après, tu finis. Et tu n'as pas ce boulot-là. Et tu crois que c'est aussi facile. Vous croyez que c'est aussi facile d'embrasser une carrière dont on n'a pas forcément l'envie de... Non, on n'a pas l'envie parce qu'on ne comprend pas. Quand on comprend, l'envie vient. C'est parce que les gens ne comprennent pas qu'il n'y a pas d'envie. Parce qu'on n'a pas cette culture. Je me rappelle, vous connaissant depuis le lycée très, très jeune, vous étiez communicateur de PSI. Mais vous avez eu la chance de découvrir votre envie. Et vous l'avez fait jusqu'à présent. Vous êtes aujourd'hui un grand journaliste. Non, pas un grand journaliste. Moi, vous êtes mon grand journaliste en fait. Voilà, je ne dis pas que les autres le voient comme ça, mais moi je l'ai dit, vous êtes un grand journaliste. Dans le sens où vous avez quand même pu déceler l'envie en ce métier de journalisme. Mais vous imaginez, il y a quelqu'un qui est peut-être dans un village à Terpanga, mais qui peut avoir cette envie? Mais il n'y a pas eu l'occasion lui permettant quand même d'éclore ses compétences. Alors, c'est le sens, c'est le moment de permettre même dans les milieux reculés de dénicher les forces. Il y a des forces cachées. Vous allez sur des terrains, Katakayou, monsieur, vous allez quand même sur le terrain, vous arrivez à déceler ces jeunes-là qui ont des terrains, des talents cachés, qui souhaiteraient devenir comme monsieur Katakayou sur ce plateau, et comme Stéphane, ainsi d'autres personnes aujourd'hui. Oui, sur le terrain, on y va toujours. Même quand vous êtes dans le domaine de promotion de l'éducation, promotion de formation professionnelle ou même de contribution à l'épanouissement d'une couche sociale vulnérable, attendez-vous à des appels et vous aurez à visiter forcément des terrains. Nous visitons vraiment des terrains et puis des milieux reculés. Ici, il n'y a rien. À Lomé, il n'y a rien. Sortez un peu, vous allez voir, c'est difficile. Ah bon, il n'y a rien à Lomé? Non, il n'y a rien comme difficulté. À Lomé, c'est le centre où tout le monde vient, voilà. Mais il n'y a pas. Mais quand vous sortez, vous allez comprendre que à Lomé, on crie. Mais le vrai souci, même, c'est ailleurs. Le vrai souci, même, c'est ailleurs. Et il nous faut, c'est en ça aussi qu'il faut un peu faire l'allusion aux décentralisations. Vous voyez, aujourd'hui, l'Allemagne est le pays le plus développé où il n'y a pas, je dis bien, il n'y a pas, et je mesure mes mots, il n'y a pas de chômeurs. Parce que je sais ce que c'est qu'un chômeur. Vous allez me demander qui est un chômeur, je vous le dirai. Il n'y a pas de chômeur en Allemagne. Finalement, un chômeur, c'est qui? Vous voyez, vous voulez m'amener encore à un débat. Un chômeur, il y a deux catégories de chômeurs en fait. Vous voyez, il faut que les gens le sachent. Il y a catégorie A, quelqu'un qui a eu la chance d'avoir un diplôme ou une connaissance, mais a travaillé et à un moment a perdu son boulot et a la quête du travail. Pas celui qui a un diplôme mais n'a jamais gagné un boulot. Non, il y a un autre, le plan B, c'est quelqu'un qui a des diplômes, mais qui a la quête du travail. Quand on n'est pas la quête du travail, on n'est pas chômeur. On est finalement quoi? Alors, on a des frères aujourd'hui dans la sous-région, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, qui ont des diplômes, qu'ils traînent sur eux, sur les motos-taxis communément appelés Zémidjon. Oui, ça on comprend, c'est des chômeurs. Mais il faut que celui-là qui traîne, il est sous Zémidjon, vous dise que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et il est chômeur. Et c'est le chômage qui l'amène maintenant à conduire la moto. Mais si celui-là n'a jamais eu l'idée de chercher, il n'est pas chômeur. Finalement, il n'a jamais été chômeur. Il a juste appris, il a eu ses diplômes pour se faire plaisir. Il n'est pas chômeur. Alors il faut connaître ça. Il y a des gens qui sont là, je suis diplômé, je n'ai pas de boulot, mais il n'a jamais cherché de boulot. Donc, et ce côté-là, il faut... Est-ce qu'on ne peut pas avoir quand même un mécanisme d'encadrement, d'insertion des jeunes diplômés sans emploi pour ne pas quand même déboucher dans cette couche vulnérable, défavorisée, vouée à l'alcoolisme, au banditisme, ainsi de suite? Je suis parfaitement d'accord par rapport à votre question. Je pense que c'est très bien parti et c'est ce que l'État est en train de faire. J'ai eu la chance de faire un peu l'Université centrale de Tunis, où je dirais même que c'est les étudiants, il y avait plus de 40 000 étudiants qui passaient chaque année sous le règne de Ben Ali. Mais je vous dis, c'est les mêmes étudiants qui ont fait partie de Ben Ali. Soyons pragmatistes, c'est les mêmes étudiants qui ont fait partie de Ben Ali, dans le sens où ces diplômés, ils avaient le diplôme, mais il n'y avait rien qui était garanti. Et j'ai compris vite que l'État togolais a pris directement l'initiative de pouvoir quand même
absorber ces étudiants diplômés en innovant ce programme de Provenate, aujourd'hui devenu ANVT, les volontaires. Il y a aussi l'ANPE. Il y a aussi l'ANPE, voilà, qui absorbe et puis leur donne d'expérience 6 mois renouvelables. Et je dirais même, il y a encore d'autres structures privées qui essaient de faire leur mieux. Maintenant, il reste encore doubler d'efforts. Justement, quel rôle jouent bien sûr ces volontaires des ONG sur le terrain en matière de la lutte contre la misère, et ainsi de suite? Okay. En ce qui concerne les organisations internationales, chaque organisation internationale, il y a quelque chose de spécifique et il y a des choses qui peuvent peut-être être globales pour nous tous. Okay. Voilà. Mais chaque organisation internationale a quand même un rôle que ces volontaires vont jouer. Je prends juste l'ONG United We Stand. Nous avons un projet dénommé JVNV, Jeunes Volontaires pour une Nouvelle Vision. Alors, ces jeunes-là ne contribuent qu'à l'épanouissement des couches sociales vulnérables. C'est leur rôle. Et nous avons aujourd'hui la chance quand même de voir quelques jeunes qui ont été des volontaires avec nous et aujourd'hui se retrouvent en Allemagne pour continuer le volontariat. Parce que l'Allemagne, eux, ils aiment vraiment le volontariat. Quand vous faites bien le volontariat, ils ne sont pas loin de vous envoyer là pour continuer le volontariat. Et aujourd'hui, d'ici peu, il y a un jeune qui va encore partir, il a déjà son visa aujourd'hui, il a eu son visa même aujourd'hui, avant que je ne vienne sur le terrain, chez vous ici. Donc il va partir dans la semaine. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que chez nous, leur mission c'est de contribuer efficacement à l'épanouissement des couches sociales vulnérables. Et ça l'aide à comprendre les difficultés que traversent les autres. Demain, quand il devient fonctionnaire, il a des millions, il comprend qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Il va toujours contribuer à l'épanouissement de ces personnes-là. Mais quand vous ne l'inculquez pas cette notion, vous ne lui permettez pas de comprendre que même si on en a, il y a à côté quelqu'un qui n'en a pas, il finira par avancer, avoir, dormir sur ça, mais ne jamais penser aux autres. Finalement, doit-on aller tous vers le volontariat? Non, n'allons pas tous vers le volontariat parce qu'il faut aller. Parce que le volontariat, c'est quoi? C'est rendre service sans rien espérer en retour. Et il n'est pas donné à n'importe qui d'être volontaire. Il faut être volontaire parce qu'on a la volonté de le faire. Vous voyez un peu? Mais si vous voulez faire parce que les autres fois, vous allez craquer en chemin, vous n'allez pas loin. Donc c'est dans ce sens pour dire que volontariat, c'est rendre service sans rien espérer en retour. Alors, est-ce que vous pouvez rendre service sans rien espérer en retour? Alors que ce qui est caché dans le volontariat, c'est quoi? C'est la bénédiction. Vous venez en tant que chômeur. Vous n'allez pas partir en tant que chômeur. Quand vous faites 3 mois de chômage, 3 mois de volontariat avec nous. Vous venez en tant que chômeur, vous avez l'expérience, mais dites-vous, vous allez être en contact avec de grandes personnes, vous allez travailler, les gens vont vous voir, au même moment, vous allez découvrir, vous allez apprendre, et quand vous finissez, vous allez vous rendre tout de suite que c'est un chef qui vous appelle, qui vous dit, vous étiez venu me parler de quelques couches sociales vulnérables. Vous-même, quel est votre niveau d'études? Et c'est comme ça, ça commence, d'autres deviennent alors des fonctionnaires. A-t-on besoin forcément d'avoir un niveau d'études afin d'être un bon volontaire? Non, le volontariat, pas forcément les études, mais je ne sais pas pourquoi, nous, quand nous lançons des volontariats, c'est seulement les diplômés qui sont là. C'est des diplômés, c'est les licenciés, même c'est des docteurs. Ce n'est pas parce que peut-être l'information n'est pas passée? Oui, c'est parce que les gens ne savent pas. Vous cachez l'information là, monsieur. Nous ne cachons pas l'information, c'est juste qu'on n'est pas habitué. On se dit que quand on n'a pas de diplôme, on ne peut pas approcher l'administration. C'est juste, c'est mental. On dit, une fois que je n'ai pas mes diplômes, qu'est-ce que moi je peux aller vers une administration pour faire? Donc on est tout de suite bloqué. C'est comme aussi, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, il a la peine qu'on lui parle de la banque. Voilà, c'est pareil. Donc ici, nous faisons quand même un effort à ce que même quelqu'un qui n'a pas de diplôme puisse quand même avoir cette expérience de vie-là, lui permettant d'être en contact avec des grandes personnes. Pourquoi pas? De devenir, de s'insérer dans la vie professionnelle. Mais revenons sur les formations, nous souhaiterons vraiment que nos jeunes, surtout les diplômés qui viennent d'arriver tout de suite, sachent que la polyvalence libère. Mais quand on dit je suis allé à l'université, j'ai fait la géographie, je vais devenir quoi? Il faut avoir ça dans la tête. Je fais la géographie, je finis, je dois travailler, je dois récupérer tout ce que j'ai eu à dépenser et je dois aider mes parents qui m'ont alors financé les études. Alors, il faut savoir choisir. Soit vous avez choisi la géographie, c'est bien, c'est pour avoir un diplôme étatique, mais pensez avoir une formation, même si c'est une formation modulaire, même si c'est de 6 mois, ayez ça. La compétence, c'est quoi? C'est dans la pratique. On ne parle pas compétence. On exerce et on prouve la compétence. La compétence ne se parle pas. Alors, quand vous allez avoir cette expérience, vous êtes en train de poursuivre un diplôme universitaire, au même moment, vous travaillez. Et vous allez voir que vous allez finir avoir votre licence, mais vous êtes déjà un fonctionnaire. Les gens vont voir autrement.
Vous voyez? Donc c'est un peu ça ce que nous souhaiterions pour nos jeunes, ceux qui veulent vraiment se faire former, de ne pas hésiter. Nous pouvons quand même les accompagner. Chez nous, il y a des formations qui se donnent. Il y a par exemple quelqu'un qui vient amoureux du journalisme. La personne n'a qu'à juste nous appeler. Quelqu'un qui veut faire par exemple marketing, gestion d'entreprise. Quelqu'un qui veut faire marketing, communication d'entreprise. Quelqu'un qui veut faire communication d'entreprise même. Quelqu'un qui veut faire par exemple la caisse comptabilité, la gestion des ressources humaines. Quand vous prenez élaboration, suivi et évaluation du projet. Je prends un exemple, il y a un jeune qui a suivi cette formation, élaboration, suivi, évaluation du projet tout dernièrement. Il a fini tout juste, on l'appelle, il rédige un projet, il a 200 000 pourcentage. 200 000. Et tout dernièrement, il est encore en train de rédiger où il vient me montrer et puis j'essaie de le suivre. Et quand il va finir, il aura encore un pourcentage qui va s'élever à 500 000. Jeunes du couple de la couche défavorisée, c'est l'occasion que j'avais pour vous de vous approcher de cette ONG. D'où nous venait monsieur Aliou Katakayou, qui est bien sûr le directeur général, pour se faire former sur un bon nombre de domaines. Pratiquement, c'est la fin de cette émission. Aujourd'hui, en 1 minute au plus, comment pensez-vous prendre efficacement cette couche défavorisée qui n'est pas aussi de votre génération, c'est-à-dire les enfants? Oui. La prise en charge des enfants d'une manière, des enfants orphelins peut-être, ou des enfants défavorisés ou des enfants démunis, oui, d'une manière efficace, il faut voir est-ce que l'enfant a une mère. Prendre en charge un enfant démuni ou un enfant orphelin, il faut prendre en charge sa mère. Si vous allez vous donner 10 000 à l'enfant chaque mois, vous ne faites rien. Alors, aider la maman à s'épanouir, l'enfant est épanoui automatiquement. Et c'est ce que nous souhaiterions que l'État, peut-être, ou peut-être certaines organisations qui essaient ou qui souhaiteraient vraiment nous accompagner, essaient de nous aider pour que nous puissions quand même permettre à ces femmes-là d'avoir au moins une activité génératrice de revenus, leur permettant de prendre en charge efficacement ces enfants. Sinon, chaque mois, 10 000, ou chaque jour, 10 000, ça ne résout pas le problème. Votre dernier mot, puisque c'est déjà la fin. Mon dernier mot, d'abord vous dire merci parce que vous avez... gratuit, hein? Oui, parce que vous avez quand même un regard fixé vers ces couches défavorisées. Et mon second merci, c'est aux responsables de cette chaîne. Et dire directement à tout le personnel, sans oublier le personnel aussi, et dire à toute la population togolaise, personne, aucun blanc ne peut venir nous aider à prendre en charge nos couches sociales vulnérables si ce n'est pas nous-mêmes. C'est pourquoi le nom de l'ONG United We Stand. Ensemble, on est plus fort. Quand vous et moi, on s'unit, vous donnez 25, je donne 25, on peut donner du sourire à quelqu'un qui est dans le besoin. On n'a pas besoin d'espérer qu'il y ait une ONG allemande ou une ONG anglaise ou une ONG française qui vienne nous aider. L'Afrique a toujours pensé à ça. Et il faut que nous changions de mentalité. Ce que les Européens font, nous-mêmes, nous pouvons aussi le faire pour les surprendre. Nous, on attend seulement que les Blancs nous surprennent. Alors que nous aussi, nous avons eu la chance d'étudier comme eux. Et on raisonne comme eux. Maintenant, il faut aussi raisonner, il faut aussi alors pratiquer. Oui, surprendre aussi. Voilà. Messieurs, c'est ainsi que se referme cette émission Émergence de ce jour qui a débattu du thème quel plan de développement socio-économique aux couches défavorisées. Notre invité, son nom, Baou Aliou Katakayou, il est bien sûr le directeur général de l'ONG United We Stand. On se dit à très vite, toujours avec le même plaisir. Au revoir.